Et on se retrouve pour commenter une vidéo que je viens de sortir sur le média, pour rajouter 2-3 éléments que j'ai pas vraiment pu placer dans la vidéo faute de temps, mais aussi parce que c'est une bonne occasion, je trouve, de préciser 2-3 points de méthode, et notamment sur la place de la réflexion en politique. À quoi ça sert de pousser loin l'analyse, d'approfondir la réflexion, quand on a l'impression que faire de la politique, c'est plutôt être tourné vers l'action. Et puis aussi c'est l'occasion de vous montrer un peu les coulisses ou le bricolage qui précède une vidéo, ce que je garde, ce que je laisse, pourquoi, etc. Donc là par exemple dans cette vidéo, le Macron au service, le robot au service du bloc bourgeois, vous avez compris évidemment que le titre est un peu putaclic, mais malgré tout il est pas si mal choisi parce qu'il y a l'idée que Macron est un personnage central, mais à la fois qui n'est pas très important. Et que le véritable sujet de l'action, le véritable sujet de l'histoire, ici, c'est le bloc bourgeois. Initialement, ce que je voulais faire, grosso modo, c'est vous parler un jour de l'illusion du bloc bourgeois, le bouquin d'Amable et Palombarini. Et donc là, je le fais intervenir à titre d'argumentation dans une typologie des différentes formes de déconnexion. Grosso modo, dans cette vidéo, il y a 2 grands axes qui s'articulent. La réflexion autour de la notion de déconnexion. Qu'est-ce que ça signifie de dire que Macron est déconnecté du peuple ou des classes populaires ou que sais-je encore? Il y a cet axe-là, et l'axe de la présentation de l'illusion du bloc bourgeois. Ça donne 2 parties très inégales. Un premier quart de la vidéo où je présente les différentes formes de déconnexion, j'en présente 3, et les 3 quarts de la vidéo, qui est en fait une argumentation pour appuyer la 3e forme de déconnexion, la déconnexion politique. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de comprendre que l'essentiel, c'est pas de constater que Macron est déconnecté dans sa relation aux gens, il me semble que c'est mineur dans le problème politique que nous cherchons à résoudre. C'est vrai, bien sûr, mais c'est pas important pour expliquer les grands bouleversements politiques qui touchent la France depuis, je sais pas, 30, 20 ans, ou depuis les 2 dernières années plus précisément. Et si nous voulons le combattre, je pense qu'il faut comprendre la nature de l'adversaire. La nature de l'adversaire, c'est-à-dire l'état des forces en présence, l'état de l'armée adverse, et les bouleversements politiques qui l'ont rendu possible. Autrement dit, il faut moins se concentrer sur le personnage de Macron, sur sa psychologie, sur son origine sociale, etc., que sur le mouvement d'ensemble, le mouvement socio-politico-économique, je sais pas comment le dire, qui l'a mis au pouvoir. Donc il s'agit plus de parler de structure ou de force sociale que de psychologie ou de personnalité. Pour mémoire, les 3 formes de déconnexion que j'ai distinguées, premièrement ce qu'on pourrait appeler une déconnexion sociologique, c'est une forme de déconnexion qu'on a tous comprise, dès qu'on voit Macron intervenir dans l'espace public, se confronter à des vrais gens, comme dit Frédéric Lordon. C'est par exemple ce que met en évidence Ruffin dans son bouquin « Ce pays que tu ne connais pas ». C'est ce qu'on voit aussi dans le pamphlet de Branco, Crépuscule. Une deuxième forme d'éloignement ou de déconnexion, c'est ce que j'ai appelé l'absence d'ancrage local. On pourrait parler là de déconnexion politico-informationnelle en tant qu'il manque à Macron les réseaux locaux, le maillage local, le maillage politique local qui lui permettrait de rester informé, d'avoir des capteurs très très proches du terrain, tout ce qui par exemple aurait permis de saisir les signes avant-coureurs du mouvement des Gilets jaunes. Et avant de passer au 3e type de déconnexion que j'ai argumenté à partir de l'illusion du bloc bourgeois, je pourrais aussi ajouter une autre forme de déconnexion qui aurait à voir avec le style de gouvernement qu'on qualifie parfois de césariste de Macron, c'est-à-dire cette manière de gouverner de manière très verticale, de prendre des décisions très centralisées, sans se préoccuper de la négociation avec les corps intermédiaires. Les syndicats, par exemple, on le voit en ce moment, ou les différents échelons politiques intermédiaires, qui sont par exemple représentés par le Sénat. Ce vers quoi je voulais aller rapidement, c'est un moyen de comprendre pourquoi, en quelque sorte, Macron considère qu'il n'a plus de compte à rendre aux classes populaires et aux classes moyennes basses. J'utilise donc le livre L'illusion du bloc bourgeois à la fois pour illustrer et pour argumenter ce point. Comment, grosso modo, le bloc bourgeois, donc incarné par Macron, existe en s'étant détaché des classes populaires. Et donc nous voilà au cœur du problème. Le modèle que proposent Amable et Palombarini permet d'avoir une analyse vraiment très fine des alliances de groupes. Et donc le point essentiel que j'ai développé dans la vidéo, et qui me semble important de retenir, qui peut vraiment nous aider à comprendre la situation politique, c'est ça. On a un détachement du bloc bourgeois, on a une déconnexion de Macron, qui peut se lire dans des termes entièrement politiques, et entièrement fondés sur les intérêts des classes qu'il représente. Et ce que permet de comprendre l'illusion du bloc bourgeois, c'est qu'on est dans une situation inédite sous la Ve République, dans laquelle
les classes bourgeoises n'ont quasiment plus aucun compte à rendre, n'ont quasiment plus aucune nécessité de tisser des alliances, de faire des compromis avec les intérêts des classes populaires. Ils sont littéralement en roue libre. Notez bien que ça n'a rien à voir avec le fait que Macron soit personnellement déconnecté. On s'en fout. On pourrait très bien imaginer qu'un type comme Chirac, qui est un petit peu plus populeux que Macron, on aurait très bien pu imaginer que cette situation se présente sous Chirac. Et donc Chirac aurait agi exactement comme Macron agit à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est toute la différence entre une approche qu'on pourrait qualifier de, je sais pas comment dire, naïve ou psychologisante, dans lesquelles on essaye un peu de déduire ce que font les hommes politiques, de leur caractère, un peu de l'image qu'ils donnent, de ce qu'on sait d'eux, etc. C'est toute la différence entre ça et une approche, j'ai envie de la qualifier de scientifique, en tout cas, de sociologie politique, ou de sciences politiques, ou d'économie politique, je sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est l'idée de montrer que les actions des hommes politiques sont la résultante de forces bien plus fondamentales, de bouleversements bien plus radicaux qui affectent le corps social, qui affectent la société. Ce qu'on fait dans le bouquin, c'est essayer de voir comment Macron, c'est en même temps un produit de la crise de représentativité et de la crise démocratique dont vous parliez. Et c'est aussi une tentative de fournir une réponse à cette crise, de fournir une issue à une crise politique qui dure en France depuis au moins 30 ans. Si ce n'est plus. Et là, on arrive à l'illusion du bloc bourgeois qui propose un modèle qui permet de comprendre la situation à partir des notions de bloc dominant, d'alliance, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de l'utiliser à titre de référence pour expliquer mon point, là, expliquer le point que je voulais dégager, et cette troisième notion de déconnexion. Et donc j'ai laissé plein de trucs qu'on trouve dans le bouquin très importants. Pour avoir une explication plus complète du bouquin, je vous renvoie à la chaîne Respublica Universalis qui propose une vidéo super claire et qui approfondit bien plus que la mienne le contenu du bouquin lui-même. Notamment, j'ai pas vraiment parlé de la notion centrale en fait dans le bouquin qui est l'idée de bloc dominant, c'est-à-dire de construction d'une alliance sociale, d'un bloc qui permet de prendre durablement le pouvoir et d'être hégémonique dans une société. Pour qu'un régime politique soit dans la durée, il est nécessaire qu'il s'appuie sur une base sociale. Et cette base sociale, c'est un bloc constitué d'une agrégation de groupes sociaux, agrégés non pas par des préférences qui seraient naturellement communes, mais par le fait qu'ils reconnaissent ou ils soutiennent à des degrés divers les options politiques qui sont prises par le pouvoir. Et donc, le bloc social qui soutient la politique du gouvernement, on l'appelle le bloc social dominant parce qu'il est ces options principales sont prises en compte dans la définition des politiques publiques. Le diagnostic de Amable et Palombarini, c'est justement que depuis une trentaine d'années se construit dans la Ve République une situation sociale, politique, dans laquelle il ne peut plus, enfin, en tout cas il n'y a pas de bloc dominant. Les groupes sociaux ne parviennent pas à former des alliances qui produisent un bloc dominant, y compris donc le bloc bourgeois. C'est pour ça que leur bouquin s'appelle L'illusion du bloc bourgeois. Il y a une offre politique qui va avec une base sociale précise, et donc c'est un projet cohérent, qui tient la route, dans un paysage dans lequel tous les autres projets sont en crise. Il faut bien voir, la droite elle est fragmentée, le Front National est fragmenté, la gauche elle a explosé. Bon, il y a un projet qui tient la route. En même temps, par nos analyses, on voit, mais c'est assez logique, quand on regarde les types de classes sociales qui sont intégrées dans les blocs bourgeois, ça reste un projet socialement minoritaire. La question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce qu'on pourrait pas dire que le mouvement des Gilets jaunes est en train de produire ce bloc social dominant, qui serait en quelque sorte le miroir du bloc bourgeois, qu'on pourrait appeler le bloc populaire? Bon, c'est assez difficile, il y a plein d'obstacles, et par certains égards, c'est pas forcément souhaitable. Je vous mets dans les sources des textes d'Amable et Palombarini qui discutent cette question. J'ai pas non plus parlé d'une autre notion centrale dans l'ouvrage, que sont les institutions ou l'agencement institutionnel. L'agencement institutionnel, c'est-à-dire la manière dont sont configurées les différentes institutions politiques, juridiques, qui font qu'il y a une inertie dans le champ politique et social, inertie qui gêne les reconfigurations de blocs à court terme. C'est-à-dire que pour devenir des blocs dominants, les alliances sociales doivent composer avec les institutions qu'elles trouvent devant elles. Et à l'heure actuelle, par exemple, les institutions de la Ve République font qu'il y a un bloc comme le bloc bourgeois qui peut prendre le pouvoir, voire qui peut se maintenir au pouvoir, comme j'ai essayé de le proposer dans la vidéo, mais qui n'est pas pour autant dominant. Pour être complet, donc, faudrait creuser aussi ce point, des institutions.
j'ai pas non plus beaucoup évoqué le fait qu'il y a une asymétrie entre les problèmes rencontrés dans chacun des deux blocs de droite et de gauche. C'est-à-dire que les raisons de l'implosion du bloc de droite, et donc de sa séparation fraction populaire, fraction bourgeoise, ne sont pas exactement les mêmes que celles qui ont abouti à l'implosion du bloc de gauche. In fine, on assiste au même type d'implosion, et donc de la séparation des fractions bourgeoises d'avec les fractions moyennes, basses et populaires, mais c'est pas exactement pour les mêmes raisons. À droite, les intérêts étaient déjà incompatibles dès le début. À gauche, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la prise de contrôle par une gauche technocratique, plus liée à la noblesse d'État, européiste, moderniste, pro-mondialisation, etc., qui fait que ça implose. Mais pas parce qu'il y avait fondamentalement une contradiction entre capital et travail, alors que cette contradiction était évidente dès le début dans le bloc de droite. J'ai aussi survolé l'idée de dialectique entre alliance sociale et organisation politique. C'est pourtant le point central et qui me semble vraiment très intéressant. Une alliance sociale qui se produit entre des groupes sociaux ne tient que par les organisations politiques qu'elles se donnent. Donc les organisations politiques comme les partis politiques ou les alliances politiques sont des productions d'une alliance sociale, mais sont aussi ce par quoi cette alliance existe. Donc ce qu'ils vont appeler un bloc, c'est un aller-retour permanent entre des choses qui se déroulent dans le champ social, parmi les groupes sociaux, les classes sociales, et ce qui se passe dans le champ politique entre les partis ou des alliances politiques. C'est de cette manière qu'on va expliquer que le bloc bourgeois est à la fois la résultante de choses qui se déroulent dans le champ social, mais aussi la production d'un parti politique ou d'un coup de force politique qui est celui de Macron. C'est ce qui permet de comprendre que Macron est à la fois une personnalité centrale, mais que lui-même n'existe que parce qu'il y a une force sociale qui le pousse au pouvoir. Pour être vraiment complet et expliquer le phénomène Macron, il faudrait à la fois confronter des livres comme L'illusion du bloc bourgeois, qui parlent des mouvements de fond dans une société, et des livres comme celui par exemple de Mark Andveld, le grand manipulateur, qui parle des différents réseaux qui ont permis à Macron de conquérir différents centres de pouvoir, de conquérir des relais dans l'espace médiatique, etc. Les livres sur les réseaux ou les trajectoires personnelles permettent donc de dire pourquoi un tel et pas un autre, comment il a fait, etc. Mais un livre comme L'illusion du bloc bourgeois permet de dire ce qui a rendu possible la fonction ou la place occupée par un tel. Mais si vous alliez les deux, vous avez une compréhension vraiment de la dialectique qui rend possible la production du bloc bourgeois et son incarnation, Macron, qui est à la fois celui qui produit ce bloc bourgeois et qui bénéficie de son existence. Vous avez compris cette idée de dialectique et de renvoi permanent. Quand vous regardez cette situation, il y a un espace politique nouveau que Macron a occupé et qui reviendrait à... Effectivement, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que dit Macron, aller au-delà des droites et gauche, de l'axe droite-gauche traditionnel, et de structurer l'offre politique autour d'un axe nouveau qui serait quelque chose pro-Europe ou du côté opposé un pôle souverainiste ou quelque chose de ce type. Et sur les pôles pro-Europe et donc pro-réforme libérale, agréger la partie favorable à ce type de projet de l'ancien bloc de droite, et la partie favorable à ces projets de l'ancien bloc de gauche. Donc on appelle, nous, ces projets bloc bourgeois parce qu'effectivement, quand vous regardez quelles sont les fractions de l'alliance de droite et de l'alliance de gauche qui peuvent soutenir un projet de ce type, ce sont les classes éduquées avec les revenus moyens ou élevés des anciennes alliances. Tout expliqué comme le font certains commentateurs par la psychologie de Macron, sa personnalité ou son histoire personnelle en faisant référence à sa grand-mère ou je ne sais quoi, c'est absolument insuffisant, voire complètement faux. On ne comprend rien à ce qui se passe si on se contente de ça. Mais à l'époque, Emmanuel passe son temps dans la rue d'à côté, chez sa grand-mère Germaine. On risque d'être victime, vous savez, de ce que les psychologues appellent le biais de l'erreur fondamentale d'attribution, qui consiste à oublier dans une explication des facteurs extérieurs, des facteurs externes à l'agent, pour expliquer ses actions par des facteurs internes. C'était quelqu'un qui n'écrasait pas pour se faire valoir quand il intervenait en cours. C'est vrai qu'il intervenait. De sorte que la question qu'il faut poser, c'est moins qu'est-ce que Macron a dans la tête ou quel est son parcours personnel, mais plutôt il faut poser des questions du genre de quoi Macron est-il le nom. Bon, ça c'est un peu un lieu commun, mais vous voyez, des questions comme comment quelque chose comme Macron a pu être rendu possible. C'est comme ça qu'on est conduit à donner une réponse en convoquant des forces sociales, des structures sociales, politiques, institutionnelles bien plus fondamentales, et du coup bien plus explicatives. Il affirme qu'il doit à sa grand-mère, issue d'un milieu modeste, son engagement à gauche. Autant d'explications qui permettent de comprendre la situation quand bien même on soustrait la personne, le personnage Macron.
Toute proportion gardée, c'est comme les gens qui, dans certains milieux du commentaire politique sur YouTube notamment, ont passé des années et des années sous la présidence Hollande à tout expliquer par la personnalité de Valls. Bon bah maintenant que Valls n'est plus au pouvoir, ils ont plus rien à dire. De même, toute explication de la situation politique présente qui passerait son temps à tout renvoyer à la personnalité de Macron serait insuffisante et serait complètement dépourvue quand Macron sera plus au pouvoir. Peut-être qu'il sera pas réélu, mais qu'il y aura son équivalent fonctionnel qui prendra sa place. Comme incarnation du bloc bourgeois. Voilà, je voulais vous parler un peu plus longuement de ce modèle d'explication qui permet d'affiner des analyses parfois un peu grossières, du type « Ah, les bourgeois contrôlent tout ». Là, ce qu'on peut voir de manière plus fine, c'est que même auparavant, lorsqu'au sein de chaque bloc, c'était les fractions bourgeoises qui étaient dominantes, elles devaient tout de même faire des concessions, faire des compromis, pour s'assurer d'un appui auprès des groupes sociaux moins favorisés. On a finalement une certaine clarification qui rend plus facile la lecture en termes de lutte de classe. La classe bourgeoise est maintenant directement engagée, elle est à découvert. Elle ne peut plus s'appuyer sur la fausse alternance pour faire croire que la politique pourra changer à la prochaine élection. On a un détachement progressif jusqu'à cette déconnexion quasi totale qu'on a vue en 2017. On peut à partir de là interpréter ce qui se passe, par exemple le chemin autoritaire emprunté par le macronisme. Puisque les alliances avec les classes inférieures ont été rompues, il n'y a plus de relais. Les décisions prises sont non seulement impopulaires, mais défendues par une base sociale minuscule. De sorte que le bloc bourgeois ne peut compter que sur le levier du pouvoir étatique et de sa police pour imposer les réformes néolibérales au reste du peuple. Le passage en force est alors une nécessité. Et l'essentiel est de comprendre, en tout cas la tentative d'explication que j'ai proposée, l'hypothèse que j'ai proposée, c'est que cette attitude n'est pas une attitude qu'on doit attribuer à la psychologie de Macron, à sa personnalité, mais à la situation politique dont il hérite. La ville qui a vu Emmanuel Macron grandir attend désormais de le voir gouverner. Il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais bon, je vais arrêter le commentaire là, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Je vous laisse digérer tout ça et aller voir éventuellement les différentes sources. Et je vous dis à une prochaine fois pour le même genre de vidéo ou quelque chose de différent. En attendant, vous pouvez partager, commenter, liker, etc. M'aider financièrement sur Tipeee, en rappelant évidemment que le Tipeee ne concerne que la chaîne Le Stagirite. Ce que je produis pour la chaîne du média, c'est rémunéré par le média. Donc vous pouvez tiper Le Stagirite si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine fois. C'est pour ces yeux-là qu'il a fait beaucoup de choses, je pense, pour le regard de la grand-mère.